Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Am Assitan, Linda Meifung et Silsfé Bertilli pour l'épisode 5 « La mode maintient-elle des dynamiques coloniales ?» Alors pour moi, le colonialisme, c'est un mode de pensée ou une démarche qui viserait à légitimer en fait une domination sur des populations, des pays, des ethnies éventuellement, en tout cas un groupe de personnes. Et donc cette domination, elle peut être soit économique, soit politique, soit culturelle. Souvent, c'est un ensemble d'un peu tout ça. La colonisation, le colonialisme a évolué à travers les âges. Au début, c'était imposé plus par la force. Et puis maintenant, je trouve que c'est limite plus insidieux, puisqu'on n'a plus... Enfin, il y a encore évidemment des violences, mais c'est plus quelque chose qui est rentré dans l'esprit des gens. Tout ce qui est racisme intériorisé, comme on peut avoir finalement avec le sexisme aussi, et la misogynie internalisée. Maintenant, il n'y a plus forcément besoin d'avoir recours à la force pour imposer cette forme de colonialisme. Donc, ça a pas mal évolué. Am Assitan est coach spécialisé dans la mode intersectionnelle et la pensée décoloniale. J'adore le nom de son métier. Elle aide les marques et les personnes à transitionner vers une mode plus durable pour les humains et la planète grâce à des audits et des conseils en style. Vous remarquerez que j'utilise le pronom elle pour parler d'Am, car c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans la binarité des genres qui nous est imposée. Vous venez d'entendre sa définition du colonialisme. Je vous laisse écouter celle de ma seconde invitée, Linda Meifung. Ma propre définition, c'est une idéologie qui est née à la fin du 19e siècle et en fait qui justifie le mouvement colonialisme d'exploitation en fait des ressources d'un pays et de ses locaux par un autre pays, par un autre peuple. Linda est designer spécialisée dans l'éco-conception, consultante en mode responsable et militante chez l'association Fashion Revolution. Depuis plus de 10 ans, elle est directrice artistique pour des marques éthiques en Europe et en Asie. Je l'ai enregistrée dans l'espace de coworking de la marque Noyoko, qui réunit des professionnels sensibles aux questions écologiques et sociales. Notre troisième invitée, Silsfé Bertilli, met elle aussi les questions sociales et politiques au cœur de son travail. Du coup, le colonialisme, pour moi, c'est toutes les justifications, en tout cas toutes les idéologies qu'on va mettre en place pour justifier la colonisation, donc l'exploitation de territoires, l'exploitation au sens très large, de territoires et des personnes qui évidemment habitent ces territoires ou en proviennent. Silsfé est journaliste et traite autant de la mode que des sujets sociétaux comme le féminisme ou l'antiracisme. De toute façon, vous l'aurez compris, on aime bien lier tout ça chez Couture apparente. Vous pouvez retrouver sa plume sur le Bondi Blog, Les Inrocks, Cosette ou encore Marie-Claire. Elle a également lancé Fair Enough, son entreprise de personal shopping, où elle sélectionne des pièces de seconde main pour aider ses clients et clientes à consommer moins de neuf. Bref, les invités de cet épisode font dans la polyvalence. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous parler du thème de cet épisode et de son importance capitale. Couture apparente est un podcast français, et comme vous le savez peut-être, la France a été l'un des plus gros empires coloniaux de 1534 à 1980, notamment en Amérique jusqu'au XVIIIe siècle, puis en Afrique et dans le Pacifique. Cette histoire coloniale, au final très récente, voire toujours actuelle si l'on considère les revendications des activistes anticolonialistes des territoires d'outre-mer, continue d'influencer les esprits et la culture française, comme nous pouvons le constater amèrement dans l'actualité des dernières semaines. Car vous n'êtes pas sans savoir que la Russie a envahi l'Ukraine, forçant des centaines de milliers de personnes à fuir leur pays pour sauver leur vie. De nombreux pays européens, dont la France, ont immédiatement annoncé des solutions de prise en charge et d'hébergement de ces réfugiés. Si je me réjouis évidemment que les Ukrainiens puissent trouver un peu de sécurité et de repos en venant en France,
j'ai senti la colère monter lorsque j'ai comparé cet accueil à celui inhumain que la France réserve aux réfugiés provenant d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient depuis plusieurs années. On assiste ici à un double standard entre les réfugiés blancs et les réfugiés racisés, dont la vie et l'avenir sont pourtant également en jeu. J'hésitais à vous parler de ces éléments de l'actualité pour me concentrer uniquement sur la mode, mais c'est justement la racine du problème de cet épisode. Dans des pays où des idéologies racistes et coloniales sévissent encore, comment attendre des entreprises et des industries de ces pays qu'elles ne soient pas influencées par ces mécanismes ? C'est pour ça qu'il me semblait important de vous rappeler le contexte historique et social du thème de cet épisode. Nous allons voir ensemble comment les enjeux évoqués plus haut se retrouvent sous des formes très variées dans l'industrie de la mode et impactent la santé mentale, physique et économique de millions de personnes à travers le monde. Je vous mets d'ailleurs un petit trigger warning. Nous allons parler plusieurs fois des stéréotypes qui touchent les personnes racisées, donc si vous êtes concerné et que vous n'avez pas envie d'entendre ça, prenez soin de vous et mettez sur pause. Maintenant, Am va nous parler des dynamiques coloniales qu'elle retrouve dans la mode. Il y en a pas mal. En fait, je dirais que, limite, il y a plusieurs niveaux. Le niveau évident, ce serait peut-être la délocalisation qu'on peut avoir dans l'industrie de la mode avec toutes les usines qui sont à l'autre bout du monde, souvent en Asie. Et donc l'exploitation des ouvriers et des ouvrières dans ces pays-là. La pollution aussi de leur environnement, puisque la plupart des matières premières sont produites là-bas dans des conditions pas forcément éthiques. On ne fait pas trop attention aux matières toxiques qu'on rejette dans l'environnement, donc ça impacte forcément la faune, la flore et aussi les personnes qui vivent là-bas. Comme c'est loin de chez nous, c'est plus facile de fermer les yeux. Donc il y a ça, je pense que c'est un niveau assez évident pour tout le monde. Il y a aussi tout ce qui est renvoi des vêtements dont on ne veut pas en Occident vers les pays dits du Sud. Donc pour l'Europe, c'est souvent en Afrique, donc sur le continent africain. Ça, c'est une forme effectivement de colonialisme dans l'industrie de la mode. Et puis ensuite, tu as tout ce qui est whitewashing au niveau des mannequins, notamment. Donc tu as une forme de... c'est dans la société, mais on le retrouve du coup forcément dans l'industrie de la mode parce que c'est un reflet de notre magnifique société. Mais du coup, tout ce qui est colorisme, par exemple, où les mannequins noirs foncés, quand on dit dark skin, sont moins nombreuses. Quand il y en a, ils sont souvent invisibilisés ou alors animalisés. Donc il y a aussi toute une image qui est déshumanisante en fait, autour de ces mannequins-là qui sont pas blancs, tous les standards de beauté qui sont occidentalo-centrés. Puis je finirai par l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui me tient à cœur, dont je parle beaucoup, assez souvent. Le syndrome du sauveur blanc aussi, qui est assez présent dans la mode éthique, malheureusement. Donc il y a plein de niveaux, plein de strates, plus ou moins évidents, plus ou moins insidieux. En tout cas, on peut vraiment dire que tout ce qui est racisme et donc colonialisme est hyper présent dans l'industrie. On retrouve donc des dynamiques à tous les niveaux, que ça soit dans la production, la communication ou le design des vêtements. Dans son énumération, Am évoque un concept qui est encore flou pour de nombreuses personnes, le syndrome du sauveur blanc. Je lui ai demandé si elle pouvait développer son explication et comment ce mécanisme se retrouve dans la mode. Pour commencer par un exemple, je pense qu'il parle à tout le monde quand on parle du tourisme. On parle souvent du syndrome du sauveur blanc à ce moment-là, donc c'est peut-être un exemple qui parlera à pas mal de gens. Mais par exemple, c'est le fait d'aller faire du volontariat dans des pays défavorisés, auprès de populations qui n'ont pas forcément certains moyens au niveau de l'éducation, au niveau des finances, etc. Et donc aller là-bas pour soi-disant faire une mission humanitaire, mais au final, on le fait surtout pour soi, pour se donner bonne conscience. Et puis, on y va dans la perspective que c'est grâce à nous, occidentaux, que ces personnes-là vont survivre, avoir une éducation. Et donc, au final, on se jette toutes les fleurs à nous. Et on n'y va pas dans une démarche qui est vraiment honnête, mais plus dans l'idée de se rassurer par rapport à notre bonté et notre statut aussi. Parce qu'on se place vraiment dans une situation de domination, encore une fois, et donc où on est supérieur à ces personnes-là parce qu'on leur apporte la connaissance, parce qu'on leur apporte la richesse, comme au final il y avait quand il y avait la colonisation et que les personnes européennes allaient en Afrique pour évangéliser, comme on disait à l'époque, les populations d'Afrique. Donc c'est un petit peu la même dynamique, mais actualisée avec un peu d'épices 2020, 2021, 2022. On parle du syndrome du sauveur blanc dans ce sens-là parce que on y va, on se présente en tant que sauveur et oui, j'arrive, je débarque et vous n'attendiez que moi pour aller mieux. Ce syndrome, du coup, il est présent dans l'industrie de la mode, en particulier dans la mode éthique,
Parce que quand on est dans la fast fashion, comme on l'a dit, il y a très peu de ça, c'est plus de l'exploitation pure et simple et on s'en fout des ouvriers et des ouvrières. Mais du coup, dans la mode éthique, c'est presque plus insidieux parce que on y va en se disant on va les aider, ces pauvres gens qui n'ont pas d'argent, qui ont des savoir-faire mais qui n'arrivent pas à percer entre guillemets et à tirer profit de tout ça. Donc on y va, on prend leur savoir-faire, on fabrique tout ça là-bas, et puis ensuite chez nous, sur notre site, on met en avant le fait que on travaille avec des populations défavorisées, on travaille avec des femmes de tel ou tel pays qui n'ont pas accès à l'éducation, et on les paye un petit peu plus que le salaire minimum, comme ça elles peuvent mettre leur enfant à l'école, et waouh, c'est trop bien. Et donc ça devient un argument marketing, et au final, on se rend compte que, comme pour le tourisme et l'exemple que je mets tout à l'heure, il y a très peu de bonnes intentions derrière. C'est plus une vitrine, en fait, et des arguments marketing qui vont permettre de vendre et de se faire une bonne image et de passer pour une marque qui est hyper chouette et hyper engagée et hyper bienfaitrice, en fait, pour vendre plus en Occident. Face à cette problématique, une question se pose. Est-il possible pour une marque issue d'un pays occidental ou dit du Nord de collaborer avec des personnes des pays dits des Sud sans faire dans le white saviorism? Mais je pense que c'est possible, comme on dit souvent, il y a même un compte Instagram qui s'appelle comme ça, décolonisons-nous, décolonisons notre pensée. C'est juste un shift en fait à faire dans notre façon de voir les choses. Tout ce qui est à l'origine en fait du colonialisme, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire néocolonialisme dans l'industrie de la mode, il vient du fait d'une seule source. Certes, c'est le racisme, mais du coup, le racisme, c'est quoi? C'est se penser supérieur à une catégorie de population. Et donc, je pense que c'est un shift à avoir. Le syndrome du sauveur blanc, il se manifeste parce que tu y vas dans la perspective que tu es supérieur et que tu apportes quelque chose. Faut, du coup, changer un peu cette façon de voir les choses et se dire qu'on est dans un échange, que ces personnes-là, elles ont des choses à nous apporter aussi, que ce soit par leur savoir-faire ancestraux, par des enseignements aussi, un mode de vie qui est différent parce qu'on n'a pas la science infuse. D'ailleurs, notre modèle capitaliste, il n'est pas hyper parfait non plus, donc on a peut-être autre chose à apporter et elles ont des choses à nous apporter aussi. Donc aller dans une perspective d'échange et de se dire, j'y vais, certes, je vais leur donner de l'argent pour qu'elles puissent se développer aussi, mais moi, clairement, elle m'apporte des choses aussi pour ma marque, parce qu'elle m'apporte un savoir-faire, elle m'apporte une main-d'œuvre qui est quand même largement moins chère que celle que je peux trouver dans mon pays d'origine, en Europe, en France, ailleurs. Donc ça me permet de vendre mes vêtements aussi à un prix qui est un peu moindre, donc d'avoir plus de clients, éventuellement de toucher plus de personnes. Donc c'est vraiment donnant-donnant. Et je pense que si on arrive avec cette perspective-là d'échange et où on est sur un pied d'égalité, en fait, c'est possible de collaborer avec ces populations, d'avoir une collaboration tout à fait saine. J'espère que ces précisions vous aideront à mieux comprendre les enjeux autour du syndrome du sauveur blanc. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur une autre dynamique coloniale évoquée par Am, notre gestion du gâchis textile. Mettons que vous vivez en France et que vous ne voulez plus d'un jean. Vous allez le donner à une association ou le mettre dans une borne de recyclage. Logiquement, c'est une bonne action. Eh bien, il s'avère que l'immense majorité de ces vêtements ne sont pas revendus ou recyclés dû à leur nombre trop important et au peu de moyens investis. On les met plutôt dans des containers qui sont envoyés à des pays comme le Ghana, l'Indonésie, Haïti, qui reçoivent une maigre compensation financière pour la récupération de nos déchets. Au Ghana, cela donne des situations où les pouvoirs publics sont submergés par l'afflux de vêtements, souvent en état bien trop médiocre pour être remis à la vente. Les tissus s'empilent dans des décharges à ciel ouvert qui viennent polluer gravement leur environnement et la vie des locaux. Certains lieux, comme le marché de Kantamanto, répondent à ce défi en upcyclant des milliers de pièces grâce au talent de leurs artisanes et artisans. Mais cet afflux de vêtements occidentaux impacte aussi l'économie textile et les savoir-faire locaux. Je ne peux pas trop m'attarder sur le sujet, mais je vous conseille de taper Ghana gâchis textile mode sur Google pour mieux comprendre cette problématique où des pays occidentaux traitent littéralement d'autres pays comme leurs poubelles, sans se soucier de l'impact social et environnemental de leurs vêtements qui ont été surconsommés. C'est au tour de Silsfé de partager son analyse du colonialisme dans la mode, en nous parlant notamment de fétichisme, d'exotisation et de racisme en entreprise. Alors, on en a pour un petit moment. On peut parler déjà du fétichisme, la fétichisation des corps noirs, des corps racisés au sens large du terme. L'appropriation culturelle, évidemment, qu'on connaît beaucoup. Dans les entreprises aussi, est-ce qu'il y a des personnes racisées en général? Non, ou très peu. Beaucoup de personnes blanches. Il y a aussi les travailleurs de l'industrie textile qui sont en majorité dans les territoires des Suds, comme on dit, donc des territoires dominés.
L'absence aussi de personnes racisées sur les podiums ou enfin les mannequins même sur Instagram, puisque Instagram prend beaucoup la place des podiums aussi maintenant. Le fait de fétichiser un corps racisé, c'est se baser sur des stéréotypes qui ont été établis à l'époque coloniale. Et ces stéréotypes vont prendre l'apparence de compliments, c'est-à-dire par exemple si on prend les hommes noirs, dire qu'ils sont très virils, qu'ils ont un bon pénis, qu'ils sont bons au lit, entre guillemets, comme on le dit vulgairement, etc. Et ça peut être perçu comme une bonne chose parce que être bon au lit, c'est sympa quand même. Mais ça part quand même d'un stéréotype et tous les stéréotypes restent néfastes. Déjà parce que c'est essentialisant, alors que tous les hommes noirs ne se ressemblent pas. On trouve autant d'hommes noirs que d'hommes blancs, que de... Voilà, enfin, il y a plein de types de personnes différentes et c'est pas parce qu'on a la même couleur de peau qu'on est tous les mêmes. Et puis en plus, si je reprends cet exemple précis, c'est très animalisant. Ça réduit la personne à des compétences sexuelles alors qu'une personne est bien plus que ça. Ça va donner lieu à des pratiques très très problématiques comme des personnes blanches qui du coup vont chercher à se mettre en couple avec des hommes noirs juste parce qu'elles auront entendu dire que ces hommes noirs sont bons au lit. Et du coup, ça rend aussi toutes ces personnes-là interchangeables. Donc ça veut dire que si t'as pas X, tu peux avoir Y et c'est pas grave parce que ça reste un homme noir. Et c'est pas bien. C'est très problématique quoi, comme pratique. Du coup, pour revenir sur les hommes noirs fétichisés, pour transporter cet exemple dans le milieu de la mode, il y a la couverture de Vogue US, je crois, qui est sortie en 2008, je crois aussi, qui représente le basketteur LeBron James avec la mannequin Gisele Bündchen, j'espère que je prononce bien son nom. Pour ceux et celles qui n'auraient jamais vu cette couverture, on le voit en train d'attraper Gisèle par la taille. Donc déjà, il y a une grosse différence de corpulence parce que lui, forcément, c'est un homme basketteur, voilà, donc très musclé et tout. Et t'as Gisèle de l'autre côté qui est toute fluette parce que mannequin est plus blonde avec les cheveux lisses, lisses à peine ondulés, soyons précis. Voilà, au vent, etc., dans sa petite robe en satin, je crois. Il l'attrape par la taille et il a une attitude très... j'allais dire viril, mais c'est plus que ça, c'est limite animal parce que ça rappelle clairement King Kong en fait. Ce gorille qui attrape la femme blanche, donc clairement on a un homme noir comparé à un singe. C'est affreux et puis en plus un singe avec une attitude très agressive. On replonge encore dans cet imaginaire de l'homme noir, agressif, sauvage, que les femmes noires aussi connaissent un peu, côté très exotique, très, je trouve pas le mot, pas sauvage, mais un peu ce truc primitif, voilà, assez primitif. Parce que voilà, en fait, ouais, ces imaginaires, même coloniaux, avec lesquels on voit pas forcément de lien dans le milieu de la mode, en fait, si, on peut les retrouver tout à fait. Alors qu'il faut quand même établir ce lien-là entre l'homme noir agressif et la mode où on parle de vêtements. Mais on y arrive, comme quoi le racisme n'a pas de limite. Donc voilà. Dans leur réponse, Silsfé et Ham décrivent deux dynamiques fétichisantes qui peuvent avoir l'air de s'annuler, mais qui sont en fait complémentaires. La favorisation des modèles racisés à la peau la plus claire possible, qui relève du colorisme, ou le fait de mettre des modèles à la peau plus foncée uniquement en contraste avec la blancheur, ce qui relève de l'exotisme. Et du coup, dans la mode, ça va se manifester, moi je trouve, notamment sur les podiums, où on va avoir beaucoup de femmes noires très foncées, avec souvent les cheveux très courts. Et c'est une question que je me suis souvent posée, pourquoi est-ce qu'elles avaient toutes les cheveux courts, alors que j'ai des cheveux courts moi-même, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très présent. Et je me demande pourquoi est-ce qu'elles se ressemblent toutes. C'est souvent des femmes, je crois, soudanaises. Donc voilà, c'est un certain type de beauté, un certain type de traits. Pourquoi ces femmes-là? Pourquoi pas d'autres types de femmes noires? Donc dans la mode, ouais, pour moi, ça va se manifester beaucoup comme ça, où on va prendre... En fait, ça va être de l'exotisme poussé à son summum, où voilà, on va prendre vraiment l'opposé total de la femme blanche pour montrer vraiment que... c'est une femme qui sort de l'ordinaire, que c'est exotique et que du coup, ça fait bien sur les podiums, quoi. C'est stylé, quoi. On enchaîne avec l'analyse de Linda sur le sujet qui fera bondir votre oncle réac en plein déjeuner familial. Ce concept est en débat partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. J'ai nommé la fameuse appropriation culturelle. J'ai travaillé au Vietnam en fait pendant 10 ans. J'ai fait mes études en France et je suis partie assez vite au Vietnam, un peu comme un voyage initiatique pour retrouver mes origines. Aussi parce que j'avais repéré énormément d'artisanat vietnamien que j'admirais, qui était confectionné par des artisans des 54 minorités ethniques vietnamiennes. Parce qu'en fait, le Vietnam, c'est un gros melting pot d'énormément d'ethnies et de peuples d'Asie du Sud-Est et d'Asie en général.
Ce que je vois en ce moment dans les actualités, en fait, c'est qu'il y a énormément de dénonciations d'appropriation culturelle dans la mode. De grandes maisons comme de marques de fast fashion qui en fait absorbent la culture de minorités ethniques ou même les cultures immatérielles textiles de tout un pays sans se donner aucun crédit ou de compensation à ces artisans-là qui parfois vivent dans des conditions indécentes, qui vivent aussi dans des régions très reculées où elles n'ont pas forcément accès au travail, à l'éducation pour leurs enfants et qui survivent grâce à leurs artisans, mais qui aussi sont des peuples qui sont un peu en voie d'extinction, qui n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas forcément accès à la transmission de leur culture, sauf justement grâce à ce patrimoine immatériel textile comme la broderie, la teinture au batik, le jacquard, le patchwork, le tissage. Il y a énormément de savoir-faire textile qui servent de médium à la transmission de cette culture-là en fait. On va prendre un exemple d'appropriation culturelle qui s'est passé en 2019, dont Fashion Revolution a pointé du doigt. En 2019, Max Mara a créé une collection Holiday, je pense que c'était une collection croisière, avec des vêtements décorés d'impressions, de broderies d'une minorité qui s'appelle les Homa, qui viennent du nord du Laos. C'est une minorité ethnique de 2800 personnes qui habitent dans des régions très reculées, au fin fond du Laos, et qui en fait sont reconnus dans cette région-là pour leur textile tissé à la main et brodé et teint à l'indigo aussi. Ils font pousser leur propre indigo, c'est des feuilles qui font une teinture bleu marine très très belle. Donc c'est vraiment un textile ultra artisanal avec des décorations, des symboles qui sont là pour en fait faire passer leur culture sur leurs vêtements à leur génération suivante. Donc Max Mara en fait a littéralement scanner, photographier ces broderies pour les appliquer sur leurs vêtements Holiday. En fait, je pense que par hasard, une association en fait qui aidait déjà les Homa à se développer au Laos, un ami de l'association a découvert cette collection-là et a demandé si les Homa étaient rétribués ou s'ils étaient juste au courant de cet emprunt culturel. Pas du tout en fait. L'association a commencé à écrire à l'entreprise Max Mara sur les réseaux sociaux, mais aussi aux représentants, je sais pas, relations presse, etc., des médias, sans réponse, jusqu'à ce que ça monte, je pense, au gouvernement laotien, qui a essayé aussi de leur demander une rétribution ou une compensation, s'ils avaient demandé juste aux ethnies s'il était possible d'utiliser leur motif. Ils ont aussi demandé évidemment aux ethnies qui n'avaient jamais entendu parler de l'histoire en fait. Par contre, je crois que le directeur artistique de Max Mara avait répondu sur les réseaux sociaux que tous leurs imprimés étaient designed with love in-house. Donc, parce qu'ils avaient été appelés sur les réseaux sociaux. Max Mara a juste répondu une fois en disant en demandant en fait à l'association d'enlever toutes les publications et dénonciations en ligne sous peine de poursuites judiciaires. Et l'association a répondu en demandant en fait de rétribuer tous les bénéfices qui avaient déjà été tirés de la vente de ces vêtements aux ethnies et d'enlever tout ce qui était en vente à l'heure actuelle, quoi. Ce qui est vraiment indécent, c'est que c'est des robes qui sont vendues des milliers d'euros, qui ne créditent même pas en fait le savoir-faire, puisque de toute façon c'est un peu de la photocopie, sans même ce savoir-faire-là, puisqu'il n'y a même plus de broderie dessus. En fait, l'appropriation culturelle, pour moi, c'est une arnaque. C'est quelqu'un qui va essayer d'arnaquer, enfin qui vole en fait la culture d'une autre personne et qui en tire des bénéfices à l'encontre de la personne qui est à l'origine en fait de ce motif, de cette broderie, de ce textile-là. Et c'est encore plus grave quand cette broderie-là est le patrimoine culturel d'une ethnie qui est en voie d'extinction. Du coup, en position d'infériorité, en fait. Et c'est là où on en revient au colonialisme. C'est encore un groupe dominant qui exploite les ressources ou la culture d'un autre groupe. Mais c'est hyper intéressant, l'appropriation culturelle, parce que t'as une forme de réappropriation aussi. Enfin, je prends un exemple tout bête, par exemple le wax. Il y a un moment, c'était hyper à la mode, ça revient un peu, enfin même là, avec le Covid et tout, t'as eu les masques en wax parce que c'était sympa, ça changeait, c'était coloré, machin. Mais bon, si on prend le wax de façon générale,
Parfois, ça revient, ces tendances. Donc, tu le vois partout, chez les marques de fast fashion, chez les créateurs et tout. Et le souci, en fait, c'est pas que... À la limite, maintenant, je pense que tout le monde sait que ça vient d'Afrique. Et encore, bon, c'est très large, parce que, bon, voilà. Mais bon, au moins, on sait que c'est un tissu africain. Enfin, on va pas s'en contenter, mais bon, c'est déjà ça. Le souci, en fait, c'est que il y a une sorte de double standard, c'est que quand t'as des personnes occidentales qui portent du wax ou toute autre tenue traditionnelle, hein, par exemple les kimonos, les kimbo, etc., pour aller sur l'Asie, le Japon, si c'est une personne occidentale qui en porte, une personne blanche, ça fait stylé parce que c'est à la mode. C'est une personne dont c'est la culture, en fait, et qui est une personne racisée, ça fait blédard, ça fait communautariste, et du coup, t'as ce double standard-là, et c'est hyper injuste. Parce qu'en soi, toi, tu te réappropries un peu une culture, t'as essayé de t'assimiler, entre guillemets, de renier ça pendant hyper longtemps, parce que t'en avais honte, parce que t'étais discriminé à propos de ça. Tu te dis, bah cool, ça revient à la mode, je vais pouvoir porter ces trucs-là, ou même toi, t'es dans une démarche de t'accepter un peu et d'accepter ta double culture. Et en fait, tu te rends compte que, bah non, en fait, c'est acceptable, mais juste pour les blancs. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de... on reste du coup dans le colonialisme, avec nous, on le fait mieux que vous. Parce que derrière, il y a l'argent, il y a le marketing qui va avec, etc. Et puis, tout simplement, il y a les préjugés de tout le monde qui font leur petit chemin. Linda et Am démontrent un phénomène intéressant. L'éducation sur ce sujet est à faire autant au niveau des marques qu'à celui des individus. Il nous reste une dernière dynamique à explorer avant de passer aux solutions. Nous allons voir que la mode est liée historiquement au colonialisme à cause de l'une de ses matières les plus célèbres, le coton. Oui, l'origine du coton, elle vient d'Inde, de la région d'Inde et du Pakistan. On a trouvé du coton vers le 1er siècle. Et à partir du 5e siècle, en Europe, principalement en Europe, les gens s'habillaient que en lin et en laine. Donc c'est des matières qui grattaient un peu quand même. À partir du moment où il y a commencé à avoir du voyage, des échanges culturels, des échanges, je dirais des échanges commerciaux et de biens, les explorateurs ont découvert le coton qui était une matière vachement plus douce. Ils ont repéré que, en fait, il fallait absolument l'importer en Europe. Et en fait, malheureusement, en fait, le coton, ça ne pousse que dans les milieux très humides et ça a besoin d'énormément d'eau pour pousser. Donc, même si ils arrivaient en fait à acheter des plants pour essayer de les planter en Europe, ça ne poussait pas. Entre 1er et 5e siècle, vraiment l'Asie et là d'où venait le coton avaient le monopole du coton et il y avait des échanges économiques entre l'Asie et l'Europe. Au fur et à mesure, je pense que les Égyptiens et les Arabes ont commencé aussi à faire pousser. Eux, ils ont de la chance parce qu'ils avaient le climat pour atteindre l'ouest de la Méditerranée vers le 1er siècle. Au millénaire suivant, voilà, on va loin dans l'histoire, les Arabes propagent la culture du coton en Afrique. Et les Européens sont de plus en plus friands de cette fibre hyper douce et durable, mais qu'ils ne contrôlent pas. C'est vraiment vers le XVIIe siècle, à partir du moment où on commençait à chercher du thé, du cacao, outre-mer et du sucre aussi, essayer de les importer, pas de les importer, mais de les cultiver et de contrôler cette production eux-mêmes, que le coton a fait partie d'une des richesses en fait de ce temps béni des colonies. Toutes les grandes puissances mondiales s'y mettent, dont la France, qui commence à planter du coton en Guadeloupe et à Saint-Domingue. C'est aussi le début de la grande industrialisation des vêtements. Le coton est de plus en plus demandé en Europe et du coup ça s'emballe et les États-Unis aussi du coup s'y mettent. C'est surtout grâce au coton que les États-Unis sont l'une des plus grandes puissances mondiales aujourd'hui, c'est parce qu'ils détenaient plus de 60% de la production mondiale. Et grâce à l'esclavagisme, à cause, ils ont pu approvisionner le monde entier. Donc c'est sur ce système complètement inhumain que s'est développée l'une des plus grandes puissances économiques mondiales d'aujourd'hui. En plus de son histoire profondément problématique, le coton, comme d'autres matières textiles, continue d'être à l'origine de l'exploitation de terres et de populations de nombreux pays, notamment en Asie. C'est incroyable qu'aujourd'hui, peut-être 2 siècles plus tard, ça existe encore en fait. Il y a toujours une grosse forme d'exploitation entre des peuples qui se considèrent comme dominants et qui exploitent d'autres peuples qui considèrent comme minoritaires. C'est ce qui se passe en Chine par exemple, où les Ouïghours en fait étaient des Chinois qui considéraient comme inférieurs parce qu'ils avaient des croyances religieuses différentes et sont enfermés dans des camps par exemple pour travailler presque gratuitement, donc pour cultiver du coton ou confectionner des vêtements. Et pareil aussi en Ouzbékistan où
On retrouve encore apparemment des enfants dans les champs de coton. C'est une très belle étoffe, très douce et très durable, mais c'est un peu l'origine de tout le mal dans le textile aujourd'hui. C'est complètement fou encore que ce soit encore perpétué, mais que le mot en fait colonialisme a un peu disparu de notre vocabulaire. Là, pour le coup, on n'a pas fait du tout de travail de devoir de mémoire. Face au white saviorism, à l'exploitation des travailleuses et travailleurs, au gâchis textile, au fétichisme, à l'appropriation culturelle et j'en passe qui sévissent dans la mode, on peut se sentir un petit peu débordé. Mais rassurez-vous, il existe des solutions, applicables et parfois appliquées, qui peuvent faire bouger la situation. Silsfé nous en liste quelques-unes. Déjà, en ce qui concerne les entreprises, je pense que tout simplement, non, c'est pas tout simple à mettre en place, mais que la solution, ce serait d'avoir des personnes racisées au sein des entreprises et pas que les personnes, alors c'est horrible de dire ça, mais en bas de l'échelle, comme on dit, mais vraiment à des postes décisionnaires, des postes créatifs, voilà. Parce qu'il y en a très peu, en vrai, il y en a très très peu. Et ça permettrait d'avoir d'autres points de vue et d'avoir des personnes concernées, en fait, qui vont dire « Ah ben non, moi, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, j'aimerais pas qu'on me représente comme ça. » Parce que si, parce que ça, et voilà, alors que quand on est blanc, je pense qu'on n'a pas forcément ce recul, ce qui est normal d'une certaine manière, mais voilà, du coup, si tu veux l'avoir, il faut faire preuve de bonne foi et demander à des personnes qui, elles, ont un certain point de vue, etc. Après, en ce qui concerne la représentation des corps racisés sur les podiums, les mannequins, etc., recruter plus aussi, j'ai envie de dire, tout simplement. Et puis s'adapter en fait aux personnes qu'on recrute parce que c'est bien beau d'avoir 30 000 mannequins noirs, arabes, asiatiques, tout ce que tu veux. Mais si tu sais pas les maquiller, si tu sais pas les coiffer, si tu les traites n'importe comment, si tu tiens des propos racistes quand ils sont là, si tu les fais porter des tenues soi-disant exotiques ou que sais-je, enfin bref, non. En fait, si tu veux avoir des personnes concernées, ok, mais il faut aussi les traiter en adéquation avec cet objectif anticolonial et anticolonialiste qu'on recherche. Am rejoint Silsfé sur l'importance de la diversité et du respect au sein des organismes de mode, des entreprises aux écoles de formation. Peut-être les écoles aussi, les formations, par exemple par rapport aux les écoles de maquillage, de coiffure, avoir des formations qui sont adaptées à tout type de cheveux, à tout type de peau, parce que le nombre de fois où tu arrives sur un shooting et qu'il n'y a pas ton fond de teint, il n'y a pas ta couleur, il n'y a rien pour tes cheveux, et du coup tu dois arriver avec ton sac en fait, alors que c'est toi qu'on va photographier, qu'on va filmer, mais t'arrives avec tout ton matos parce qu'en plus on veut lisser les cheveux, bref. Que quand il y a des mannequins noirs, qu'elles soient mises en valeur ou qu'ils soient mis en valeur pour eux-mêmes et pas parce qu'on a envie de les mettre en contraste par rapport à un mannequin blanc ou par rapport à un mannequin albinos parce que c'est exotique, ce contraste, etc. Ou les suranimaliser, les sursexualiser. Juste, non, juste les embaucher comme ça parce que ils font bien leur métier, tout simplement. Par rapport aux marques et aux entreprises occidentales, la leçon est simple. Inclusivité et éducation sont les maîtres mots pour lutter contre les discriminations. Concernant le défi très complexe que représentent les traitements des ouvrières et ouvriers lors de la fabrication des vêtements, Am nous donne une clé essentielle, la transparence. Avec l'exploitation pure et simple des ouvriers et des ouvrières qu'il peut y avoir dans les continents dits du Sud, ça serait intéressant d'avoir des normes, il y en a quelques-unes mais elles ne sont pas forcément respectées. Les audits ne sont pas toujours faits, donc des normes qui sont un peu plus strictes, obliger aussi les entreprises à être plus transparentes, parce que pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui travaillent dans la mode, pas forcément même dans la fast fashion, des personnes qui ont des marques qui sont un peu entre la fast fashion et la mode éthique, qui veulent faire mieux, qui veulent transformer leur business model. Je peux les aider à faire ça, mais le truc c'est que parfois j'arrive, elles n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans leur chaîne de production parce qu'il y a un manque total de transparence, de suivi. Il y a des sous-traitantes partout, donc elles échangent avec une usine, mais en soi cette usine a peut-être 15 sous-traitants différents, et donc c'est hyper difficile à contrôler et à savoir ce qui se passe réellement. Donc déjà, ça serait bien d'imposer un peu plus de transparence là-dessus pour avoir une meilleure traçabilité tout simplement, parce que je pense que c'est un gros problème aujourd'hui. Malgré les difficultés évoquées par Am, il est possible de produire des vêtements correctement, peu importe le pays. L'expérience que Linda va nous raconter en est la preuve absolue. Tu me demandais si au Vietnam j'étais confrontée à, des visions colonialistes. Lorsque j'ai travaillé dans une usine de production de jeans au Vietnam, où j'étais designer, c'est une usine super éthique. Le fondateur, en fait, avait fait fortune quand même grâce à la fast fashion.
une prise de conscience et a décidé de créer des marques de mode éthique pour un peu renverser la tendance, donner un exemple concret à ses clients qu'on peut être éco-responsable, enfin faire des jeans éco-responsables et être rentable. Pour ça, évidemment, comme on était au sein de l'usine avec les ouvrières, la première chose qu'il a faite, c'était de demander des certifications sociales. Et on s'est aperçu qu'en fait, ces standards-là avaient une vision très occidentale de ce que c'était le bien-être au travail. C'était pas du tout insultant ou quoi que ce soit, c'était juste que c'était des standards internationaux pour les pays du Sud en général, alors que chaque pays a sa propre culture, son propre mode de vie. L'industrie textile est complètement différente d'une région à une autre parfois, même au Vietnam. Il y a beaucoup de standards et certifications qui définissent une rémunération décente en tant que le salaire minimum, qui est établi par le gouvernement du pays ou les syndicats du pays. Bon, ça dépend des pays, mais parfois il n'y a pas de syndicat des travailleurs du textile dans ces pays-là. Au Vietnam, pour prendre cet exemple concret, le salaire minimum à Ho Chi Minh Ville, dans le sud du Vietnam, la capitale économique en fait du Vietnam, est de, je crois à l'époque en 2017, $160 par mois. Quand on était sur place, on a demandé aux ouvrières, je pense qu'elles étaient à 200 à cette époque-là, de remplir un fichier où elles mettaient toute leur liste de courses par mois, les frais des transports, les frais de scolarité de leurs enfants, si elles avaient après à rembourser pour leur maison. On a calculé tout ça avec elles, on a fait une moyenne et finalement, on s'est aperçu que un salaire vital, en fait, pas minimum, le salaire vital était entre 250 à 6 millions, donc c'est... Donc finalement, le salaire vital qu'on a défini était le double, voire le triple de ce salaire minimum promulgué par le gouvernement vietnamien. Ce qu'on a pu du coup verser aux ouvrières, selon évidemment leur ancienneté et leur expérience, leurs compétences dans l'entreprise. Et ça a été une expérience assez forte en fait de pouvoir travailler directement avec ces personnes-là, se mettre d'accord, échanger. Il y a vraiment une collaboration parce que chaque pays a sa culture du travail et du bien-être différent en fait. La conclusion à tirer de cette expérience, les personnes concernées par des discriminations sont la clé des processus décisionnels, sans quoi les solutions proposées ne correspondent pas à leur situation. Ça paraît évident dit comme ça, mais vu l'état du monde, je me dis que c'est une phrase à répéter plus souvent. Passons maintenant aux solutions pour lutter contre l'appropriation culturelle. Linda nous donne 2 exemples qui peuvent être mis en place, des plateformes pour sauvegarder les cultures et le protocole des 3 C. Je suis membre de Fashion Revolution, donc je crois hyper fort à la sensibilisation, à l'éducation et des deux côtés. Non seulement les pays qui se considèrent comme dominants et ceux qui pour l'instant travaillent pour ces pays-là, du côté des artisans mais aussi des donneurs d'ordre ou des créateurs. Et en fait, il faut se renseigner, collaborer, être très proche en fait de la source et créer des collections, créer des vêtements en connaissance de cause en fait. Mais c'est hyper important. Je trouve que la mode c'est hyper important dans le sens pour les échanges culturels justement et qu'il faut justement en parler, dire que j'ai emprunté cette broderie de la minorité Oma parce que elle m'inspire beaucoup et en échange je vais reverser peut-être 10% de la vente de chaque vêtement. Et je me suis mise d'accord avec les Oma bien sûr. Il y a une association qui s'appelle la Cultural Intellectual Property. Vous pouvez le trouver sur internet, c'est culturalintellectualproperty.com, en raccourci CIPRI, CIPRI, qui a défini les 3 C pour pallier un peu à cette exploitation. Et les 3 C signifient consentement. Donc demander le consentement aux artisans ou à la personne à qui appartient le travail et le patrimoine textile ou immatériel. Et donner du crédit. Donc reconnaître la communauté, la source et l'inspiration dans les médias, sur une étiquette sur le vêtement. Et bien sûr la compensation, monétaire ou pas, mais en tout cas qu'il y ait une forme d'échange, un cadre autour de cet échange-là en fait. La CIPRI a défini ça et aussi du coup créer cette database, cette base de données textile qui est en fait accessible à toutes les communautés autochtones qui souhaitent enregistrer leur travail textile et bénéficier en fait de ce cadre d'échange. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre légal pour la propriété intellectuelle de ces patrimoines immatériels. Donc même si les Oma avaient poursuivi en justice Max Mara, internationalement, il n'y a pas vraiment de cadre légal.
En plus des plateformes de sauvegarde et des protocoles que les marques peuvent mettre en place, Am raconte comment a elle concrètement aidé une marque à éviter une appropriation culturelle à travers un vêtement bien connu, le kimono. Car encore une fois, l'une des grandes solutions à notre problème reste l'éducation des entreprises et la remise en question de nos points de vue occidentaux. J'avais parlé il y a pas longtemps du kimono, parce que j'accompagne des marques, je fais des audits et tout par rapport à l'appropriation culturelle. Une marque de lingerie qui voulait proposer son kimono, parce que maintenant le kimono c'est devenu un essentiel, entre guillemets, des marques de lingerie occidentale. Et c'est hyper intéressant parce que le kimono, à la base, c'est un vêtement traditionnel qui est très respecté, c'est quelque chose de noble, quoi, de digne. Et c'est hyper intéressant qu'en France, maintenant, ce soit devenu un truc de lingerie, un truc sexy, quoi. Alors qu'à la base, c'est pas vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment l'idée, on parlait tout à l'heure de l'animalisation des femmes noires, des mannequins noirs, mais c'est vraiment ça, la plupart des femmes racisées, les hommes aussi, mais selon le genre, c'est assez différent. Mais si tu prends les femmes d'origine maghrébine, les femmes arabes, pareil, il y a des clichés associés. Et les femmes asiatiques, c'est souvent des femmes très soumises, très calmes, qui parlent pas, voilà. Et donc c'est vraiment intéressant de voir comment le kimono, qui à la base, là-bas, est un vêtement vraiment, comme je disais, très noble, a été infusé par nos préjugés sexistes, nos préjugés d'occidentaux sur cette population, sur ces femmes asiatiques, et soit devenu le kimono qu'on a aujourd'hui en Occident, qui est un truc de lingerie, quoi, alors qu'à la base, c'est pas du tout ça. Et du coup, la question que cette personne avec sa marque me posait, c'est est-ce que j'en fais un ? Je sais pas trop comment je me positionne par rapport à ça, parce que effectivement, le kimono de France, c'est pas le même qu'au Japon. En même temps, je lui dis, oui, mais si tu fais le kimono occidental, tu continues à perpétuer ces clichés-là, de se dire, le kimono japonais, c'est quelque chose de sexy, qui objectifie un peu la femme, tu vois. Donc après, à toi de voir, chacun place le curseur où il veut par rapport à ses valeurs, mais c'est quand même important, je trouve, de le savoir et de se positionner par rapport à ça et de se dire, ok, donc si je fais un kimono, ça veut dire que je cautionne toute cette évolution et toute cette transformation, en fait, de ce vêtement traditionnel dans ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de le faire ? Après, la réponse appartient à chacun, à chacune, mais c'est très très intéressant à étudier, je trouve. Mais c'est vrai qu'on parlait du coup à la base de la responsabilité des marques, et effectivement, je trouve qu'il y a une responsabilité énorme à éduquer, à s'éduquer elles, et puis à aussi donner les informations à leurs clients, à leurs clientes, quoi. Il existe une multitude de solutions humaines, éducatives, institutionnelles et législatives à mettre en place pour contrer les dynamiques coloniales de l'industrie de la mode. Mais alors, pourquoi est-ce que tout ça n'a pas déjà été mis en place ? Pour mes invités, on distingue 4 obstacles principaux. Le déni, le rythme effréné de l'industrie, l'appât du gain et le racisme. Déjà, je pense que les personnes racisées ne sont pas vraiment au courant de toutes les opportunités, quoi. On leur en parle pas, tout simplement, à mon avis, parce qu'on part du principe que c'est pas fait pour elles, que la mode c'est un truc de blanc, que le luxe, que le machin, que les personnes racisées ne collent pas à cette image-là. Donc du coup, elles savent pas, tout simplement, donc elles vont pas forcément postuler, voilà, quel que soit le poste, à mon avis, ça leur vient pas forcément à l'esprit. Deuxièmement, je pense en vrai que les personnes qui sont à la tête de l'industrie n'ont pas envie, quand je vois, c'était en 2020, donc avec tout le mouvement Black Lives Matter qui a repris beaucoup d'importance, beaucoup d'ampleur, etc. Il y a Anna Wintour qui a débarqué pour dire je savais pas que chez Vogue, les personnes racisées, il y en avait peu et qu'elles n'étaient pas très bien traitées. Bon, j'ai quelques doutes là-dessus, très sincèrement. Si elle ne savait vraiment pas, c'est qu'elle ne voulait pas savoir. Ou alors, elle ment tout simplement et elle l'a vu, mais bon, c'est pas très très important pour elle. Elle avait un business à faire tourner et voilà, le sort des personnes racisées, c'était le dernier de ses soucis. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de mauvaise foi parce qu'au final, il faut faire du profit et que si on parle par exemple des travailleuses qui sont dans les pays des Sud, ça arrange pas en fait. Le PDG de Missguided ou Pretty Little Thing ou H&M ou que sais-je, de payer plus ces femmes-là parce que du coup, lui, il fait moins de profit alors que c'est un peu culotté. Ils sont probablement milliardaires ou millionnaires au moins. Donc, ils peuvent se permettre quand même de rémunérer à peu près correctement ces personnes-là. Mais ça les saoule, en fait. Et je pense que, voilà, c'est un milieu, le milieu de la mode au sens très large, où il y a pas mal de mauvaise foi. Parce que on a beau dire que oui, c'est l'art, c'est la créativité, etc. Mais ça reste quand même un business à faire tourner. Et les gens veulent faire du profit comme dans le secteur pétrolier, comme dans le secteur des transports, que sais-je. Enfin, ça reste un business, quoi. Donc, je pense que, ouais. Voilà, il y a beaucoup de consciences qui ne veulent pas changer et voilà, c'est tout, parce que ça les arrange pas, en fait. À mon avis, c'est ça.
Comme je disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de cadre légal et que, en fait, certaines marques ou créateurs considèrent que ces textiles-là, trouvés en voyage pendant les vacances, sont du domaine public, n'ont pas le temps du coup de se poser la question ou n'ont pas envie de se poser la question, parce que le déni, parfois, ça arrange tout le monde, parce qu'ils considèrent que, du coup, ces personnes-là n'ont pas de valeur. Il faudrait qu'on humanise un peu plus la mode, en fait. Et les obstacles, effectivement, c'est le rythme effréné qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Le déni, et, c'est ça, le profit facile. Il y a toute une question d'égalité aussi entre les personnes. C'est pas seulement le bénéfice et le profit ou l'escroquerie. Les racines du colonialisme, elles sont dans l'inégalité sociale en fait entre les personnes de groupes qui se considèrent plus supérieurs aux autres. D'ailleurs, c'était l'une des excuses un peu nazes du colonialisme, c'était que l'Occident devait civiliser ces peuplades complètement inéduquées, quoi. Piquer leur coton, boire leur thé, les faire travailler gratuitement pour faire pousser notre café et en profiter, quoi. Tu vois, en général, quand je parle de tout ça, le premier truc qu'on me dit, c'est « Oh, mais ça va, en vrai, si on pense comme ça, si on conscientise tout, si on réfléchit tout, on enlève tout le fun. » Et là, j'ai envie de dire, mais ça, c'est vraiment un raisonnement de privilégié, en fait, parce que, oui, certes, pour toi, c'est fun, mais pour les personnes qui subissent ton fun, en fait, parce qu'il y a des personnes qui subissent clairement tout le fun que t'as dans ta vie, on fait quoi pour ces personnes-là? Donc c'est ça que j'ai envie de poser comme question. Se dire, ok, je remets en question mes privilèges à moi, et je me dis, peut-être que je vais penser aux autres, un peu. Je vais un peu plus réfléchir à mes actions, parce que, spoiler, la vie n'est pas fun, quoi. En tout cas, elle n'est pas fun pour tout le monde. Et ça serait bien de pouvoir partager un peu le fun avec les autres. Donc plutôt que il y a certaines personnes qui prennent tout le fun et que les autres subissent les conséquences. Puis je pense que les principaux obstacles, donc c'est les esprits, ça. Et puis tous les enjeux économiques pour les entreprises, parce que, on va pas se le cacher, la mode éthique, ça coûte plus cher que la fast fashion, que l'ultra fashion. C'est impossible de faire un t-shirt à 90 centimes comme on peut les avoir sur Pretty Little Thing, Shein et tout, quand tu produis en France ou quand tu donnes des salaires ne serait-ce que décents à tes employés qui sont au Vietnam, en Chine, au Cambodge, etc. Donc il y a des freins qui sont économiques et des freins qui sont, je pense, sociétaux, déconstruction des esprits. Ouais, en gros, le racisme, qui est bien présent dans l'esprit, et le capitalisme. Donc pour s'attaquer à ça, effectivement, bonne chance. En écoutant Silsfé, Linda et Am, on voit que le colonialisme dans la mode est loin d'être délogé. C'est un système de croyances et d'économie tout entier qu'il faut refaçonner, en proposant des changements profonds qui vont au-delà du marketing. Mais en enregistrant la fin de leur témoignage et en faisant le bilan de la situation actuelle et des avancements certes lents de l'industrie, il me semble que j'ai entrevu peut-être de l'espoir. Non, en vrai, je suis une personne assez optimiste, donc on va dire qu'il y a de l'espoir. J'ai l'impression que ça change, mais j'ai un peu peur que le changement soit assez superficiel. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure avec l'année 2020, où tout d'un coup, tout le monde a vu que le racisme existait. Voilà, tout le monde s'est dit « Ah bah, waouh, c'est dingue !» Incroyable, en fait, le racisme, c'est pas juste insulter les gens, c'est des dynamiques qui sont bien plus profondes. J'ai l'impression qu'il y a, oui, des changements qui se sont mis en place. J'ai vu beaucoup de gens dire maintenant, on va acheter plus du black-owned, acheter des produits issus d'entreprises tenues par des personnes noires. Mais j'ai aussi l'impression que ça a été très éphémère. À vrai dire, je sais même pas où ça en est aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours un mouvement que les gens soutiennent beaucoup ? Est-ce que Vogue a beaucoup changé depuis qu'Anna Wintour a dit que les personnes racisées qui travaillaient là-bas allaient être mieux traitées ? Je ne sais pas. La dernière couverture de Vogue, je crois que c'est le Vogue British, qui montre beaucoup de mannequins noirs, que des mannequins noirs d'ailleurs, sur sa dernière couverture. C'est sympa, mais par exemple, pour reprendre cet exemple-là, maintenant que j'y pense, il y a eu aussi des débats autour du fétichisme, on y revient, où des gens disaient que les mannequins représentés, c'était qu'un seul type de beauté noire, et que leur peau, pour beaucoup des mannequins, avait été foncée. Du coup, oui, il y a du changement parce que c'est trop bien, ça devrait être normal, mais c'est mieux qu'avant, en tout cas, de représenter beaucoup de mannequins noirs sur une couverture Vogue. Mais d'un autre côté, s'il y a du fétichisme derrière, si on fonce la peau, si machin, il y a du changement, mais si on fait que la moitié du chemin et que, voilà, je sais pas trop si ça sert à grand-chose.
Donc voilà, j'ai un peu peur que le changement soit assez superficiel. Après, je sais qu'il y a des choses qui sont difficiles à mettre en place, comme l'exploitation des travailleuses dont on parlait dans les pays des Suds. Je sais que là, c'est chaud. Enfin, faut vraiment tout démonter de A à Z, littéralement, pour qu'elles puissent vivre complètement décemment comme nous, on le fait en Occident. C'est compliqué. Mais bon, des fois, j'ai l'impression aussi qu'il y a des efforts qui sont un peu... voilà, quoi. On donne pas tout ce qu'on a, malheureusement. Donc bon, je garde espoir en me disant que ça doit être un début et que ça va aller en s'améliorant. Mais pour l'instant, bon, on peut mieux faire, quoi. Je pense que oui, ça va changer. D'autant plus qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus de voix diverses qui s'élèvent. Parce que souvent, on parle que d'une seule voix, j'ai l'impression. J'ai vachement confiance aussi dans les nouvelles générations de créateurs, de designers et tout, qui sont vraiment immergés dans ces nouvelles formes de pensée progressistes, comme le féminisme, l'écoféminisme et les groupes antiracistes. C'est génial qu'on puisse libérer la parole de tout un chacun. Et j'espère qu'on entendra de plus en plus les artisans aussi élever leur voix, ou qu'on leur passe le micro en fait pour qu'ils puissent en parler. Ouais, je reste optimiste. Je pense qu'elle va changer, mais c'est aussi... ça va être très long parce qu'il faut un changement systémique des modes de pensée. Ça va se passer avec la nouvelle génération, mais il y a quand même de grosses entreprises qui n'ont pas envie de changer parce que ce système leur convient très bien, qui n'ont pas forcément envie non plus de remettre en question leur système de valeurs. Parce que admettre qu'on a fait des erreurs pendant un siècle ou qu'on a été raciste sans le savoir pendant un siècle, c'est très très dur. Tout à l'heure, je disais, le déni, c'est très confortable. Heureusement qu'il y a la jeunesse d'aujourd'hui qui va être là pour faire bouger les choses, en tout cas les systèmes de pensée. Et j'espère qu'on va passer à l'action très très vite. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais tu vois, c'est un peu comme si tu me demandais, est-ce que tu penses qu'on va se débarrasser du racisme, est-ce que tu penses qu'on va se débarrasser du sexisme, du patriarcat, de tout ça, du classisme, machin, du capitalisme. Enfin, j'espère. Tu vois, j'ai envie de te dire j'espère, après j'en sais rien. J'aime bien croire qu'il y aura un effondrement à un moment, parce que ce système ne marche visiblement pas. Mais on verra, tu vois. Après, moi j'œuvre avec plein de personnes, avec toi, avec d'autres gens pour essayer d'accélérer les choses, déconstruire un peu certains modes de pensée, les esprits, d'aider des entreprises à transitionner. Parce que du coup, j'aide des entreprises à changer leur business model pour qu'ils soient plus éco-responsables, des particuliers aussi à faire évoluer leur mode de consommation. Donc je me dis que ça peut aider. Ouais, à force de faire des petits pas comme ça, une entreprise, une personne à la fois, ça va peut-être accélérer les choses. En tout cas, j'espère, j'y crois. Merci infiniment à Am, Linda et Silsfé d'avoir partagé leurs expertises sur les dynamiques coloniales et l'industrie de la mode. Pour creuser ces sujets et continuer à vous informer, je vous conseille vivement de suivre leur travail. Vous pouvez consulter les analyses d'Am sur son compte Instagram @amacitan et vous inscrire à son coaching pour passer un style éthique. Le travail de Linda est à découvrir sur son site lindameifung.com et sur son compte Instagram. N'oubliez pas également de suivre Fashion Revolution sur les réseaux sociaux pour soutenir un changement en profondeur de l'industrie de la mode. Enfin, retrouvez les articles de Silsfé sur silsfeb.journauportfolio.com et soutenez son projet Fair Enough sur Instagram. Merci également à Telio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 5e de Couture Apparente Podcast et je suis ravie de vous le partager. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de ne manquer aucune de nos actualités. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 26 avril pour le 6e épisode de Couture Apparente.